creuser. Donc là, c'est le moment où je vais commencer à rajouter du volume qui va être les volumes plutôt définitifs. Parce que là, mes pecs, ils sont tout plats, quoi. Au début, ils paraissaient très gros. Maintenant, tout le reste est fait autour. On se rend compte qu'il faut que je rajoute encore un peu ici. Et c'est là où le jeu de la sculpture commence, c'est-à-dire de ensuite venir vraiment trouver le volume juste, rajouter quand il faut, etc. Je vais faire ça assez succinct parce qu'après, il y a l'armure quand même dessus. Hein, on va pas y passer. Mais je vais les regonfler un peu quand même. Voilà, vous voyez la différence entre là, notamment de profil. Voilà, là je suis revenu mon pec, là j'ai quelque chose déjà de plus cohérent. Parce qu'en fait un volume, en sculpture c'est toujours pareil, un volume on appelle un autre. On peut jamais dire est-ce que ce volume est bon s'il n'y a pas les autres volumes autour pour savoir si celui-là est bon en fait. C'est comme une couleur, on ne peut pas savoir si la couleur elle est assez saturée, assez nuancée, tout ça, s'il n'y a pas les autres couleurs autour qui pointent vers cette couleur. C'est pareil en sculpture en fait. C'est ça parce que je me dis certains d'entre vous doivent être peintres, c'est quelque chose qui vous parle. La proportion. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, mes pecs qui me semblaient bons, quand ils étaient tout seuls, ils étaient bons. Maintenant que les autres volumes autour, eh ben, en fait, ils ne sont pas si bons que ça, parce que les volumes doivent être cohérents les uns par rapport aux autres. Et là, je commence à arriver sur quelque chose qui est déjà un peu plus... Alors là, je retourne ma pièce, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Quand vous sculptez, restez pas sur un seul plan. Vous avez besoin, selon votre geste, d'aller dans un sens ou dans un autre. N'hésitez pas à retourner votre pièce. Déjà, ça permet une meilleure compréhension des volumes. Et puis, parfois, un meilleur accès aussi. Genre là, par exemple, moi, je suis droitier. C'est plus simple pour moi dans ce sens-là. Donc là, j'y vais comme ça, et là, j'y vais comme ça. Je vais recouvrir les bras parce que là en fait je voulais passer à l'armure pour vous montrer. Le problème c'est que je vais faire une armure sur une anatomie qui n'est pas finie, qui n'a pas les bras et je risque de perdre ma compréhension du modèle. Donc je préfère venir lui épaissir les épaules pour bien savoir où s'arrête l'armure, où vont commencer les épaules et que tout reste cohérent jusqu'au bout. Donc là je vais reprendre un petit peu ici. Alors normalement quand on fait des épaules, si votre à la fin votre épaule elle est nue, on fait plutôt par des gouttes d'eau, on vient faire les muscles un par un comme ça, pour avoir une belle épaule qui se finit sur une belle pointe comme ça, qui vient rentrer dans le muscle du dessous. Là je suis un peu plus rond en général, un peu plus grossier, parce qu'elle est complètement recouverte par l'armure, là on la voit plus du tout. Donc là je veux juste un volume assez conséquent, c'est tout. Ça va jusque là, vous suivez, vous appréciez, je vais assez vite, je vais pas trop vite.
encore une fois, là, vu que je viens de mettre sur une zone qui était encore à nu de milliput, je viens m'assurer avec mon outil que c'est bien venu adhérer partout. Voilà, j'ai recouvert le bras, j'y vois déjà un peu plus clair. Ça va? Ouais, tu m'étonnes. Pareil, c'est mon dernier rush. La dernière mèche. La dernière. En tout cas, c'est cool que vous soyez tous là parce que des fois, la sculpture, c'est un peu le parent mal aimé de la figurine. On voit beaucoup de peintures, on voit beaucoup de peintures défiler, beaucoup moins les sculptures. Alors que c'est quand même la matière première, c'est dommage. Et c'est vrai, et c'est normal parce que la peinture a un côté accessible que n'a pas la sculpture parce que chacun a sa figurine, peut avoir ses petits pots de peinture. La sculpture, c'est notre démarche. Donc forcément, dans des salons dédiés à la figurine, au jeu et tout ça, c'est tout à fait logique que ce soit plutôt des peintres qui soient là. Et du coup, ça fait plaisir de voir quand même des gens, malgré tout, intéressés par la sculpture. C'est cool. Et du coup, ton approche de la sculpture, c'est sculpter pour sculpter ou sculpter pour la peinture, justement? Sculpter pour la peinture. Alors, les deux. C'est-à-dire que, en fait, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'aime faire des belles pièces, mais j'essaie de ne jamais oublier le peintre. Chose que, dans ma formation, ça fait partie entre les finitions pour la prod et s'adapter à la peinture. Je crois que c'est les deux trucs les plus compliqués pour la sculpture d'un... Voilà. De quoi? Ouais. C'est quasiment ce qui est le plus compliqué parce que il faut penser à sa sculpture, faire une belle sculpture et tout ça, mais marquer les détails suffisamment pour que le peintre puisse les peindre, ne pas mettre trop de détails parce qu'il ne faut pas surcharger les peintres, lui laisser des zones lisses, lui donner de la texture, bien délimiter les détails, bien les marquer, bien qu'ils soient bien profonds, que le pinceau glisse tout seul, que celui qui n'a pas un gros niveau de peinture puisse le peindre en la vie parce que les détails sont bien creusés, bien marqués, il y a tout ça à penser. Et du coup ça dépend aussi du style de pièce que tu fais. Si tu fais une pièce pour du jeu, ou si tu fais une pièce d'expo, tu peux aller un peu plus loin dans la sculpture, on va dire créative, artistique, ce que tu veux. Parce que ça va être des mecs plus chevronnés qui vont peindre ça, qui vont prendre plus de temps. Les figurines de jeu, entre guillemets, c'est un peu monsieur tout le monde qui doit pouvoir peindre ça. Le joueur amateur, comme le joueur qui veut peindre des belles figurines, et donc il faut que même le joueur amateur puisse peindre facilement ta figurine. Donc il faut qu'elle soit propre, bien délimitée, des zones bien lisses, des détails bien nets, bien marqués. Et du coup oui, tu sculptes pour la peinture. En tout cas, moi mon métier c'est sculpteur de figurines. Mon optique c'est de proposer des pièces aux peintres. Par exemple une pièce comme celle-là, c'est une pièce typiquement que j'ai pensée pour les peintres. Petite, pas très grande, 2-3 zones à travailler, et c'est tout. Des grandes zones lisses pour que le peintre puisse s'amuser sur des dégradés, ça c'est typiquement de la pièce pensée pour le peintre. Là c'est presque que je m'oublie en tant que sculpteur. Je veux que le peintre puisse s'amuser. Le peintre débutant, il a un petit buste, quand il n'a pas le temps de commencer un gros buste, il s'amuse. Le peintre chevronné, il peut aller plus loin. Le peintre qui n'a pas le temps, il a 1 heure ou 2, il peut le peindre. Celui qui veut passer plus de temps, il y passe plus de temps. Voilà, ça c'est typiquement des boulots pensés pour la peinture. Donc très bonne question du coup. Du coup la question c'est quand ça part en prod, les détails qui anticipent une perte de définition. C'est ça, faut toujours savoir, si tu bosses pour de la figurine, il faut savoir quel type de prod ils vont faire. Est-ce que c'est de la prod injection plastique? Est-ce que c'est de la prod résine et tout ça? Tu vas pas travailler de la même façon. La prod en plastique va bouffer pas mal de détails, donc tes détails doivent être plus proéminents, plus costauds, plus gros. Quand tu fais de la résine, tu vas avoir un niveau de détail quasiment équivalent, donc là tu peux te faire plus plaisir. Par contre, il faut faire attention aussi aux contraintes de moulage, parce que les mouleurs ils ont des contraintes, les contre-dépouilles, les machins, c'est pareil. En fait, quand tu sculptes, tu dois penser au peintre, simplifier la vie du peintre et simplifier la vie du mouleur. Si tu lui mets des trucs avec des petits trucs, des jours, des contre-jours à aller chercher partout, il va te dire la prochaine fois, tu appelles un autre mouleur, tu m'appelles pas moi. Comment tu découpes ta figurine pour la prod? Je sais pas si j'ai là, j'utilise essentiellement deux choses. Scie boc fil, c'est une scie en fait si tu veux, où c'est juste un fil cranté. En fait, du coup, tu peux le passer assez facilement partout. Tu détermines en fait les aires à laquelle tu... Ah, ça c'est... il faut connaître la production. Il faut connaître comment est produite une figurine, où est coulée la résine, qu'est-ce qui va gêner. Par exemple, une pièce comme celle-là,
la cape est coupée, les bras sont coupés, une pièce comme celle-là, en plus de toutes les découpes, la jambe est coupée. Pourquoi? Parce que même si la jambe, il n'y a pas ce qu'on appelle de contre-dépouille, c'est-à-dire un jour entre deux zones, j'ai un plein, j'ai un creux, j'ai un plein, je vais tirer mon moule, ça va arracher tout ça. Là, il n'y a pas de contre-dépouille, seulement il faut aussi penser au coût de production. C'est-à-dire que le mouleur, il emprisonne ta figurine dans du silicone, d'accord? Le silicone coûte très très cher, c'est vraiment la matière première du mouleur, coûte très cher. Donc si tu lui mets, par exemple, une figurine qui est toute plate comme ça, et que tu as un bras qui part tout devant, si tu coupes pas le bras, il a tout ça de silicone en plus tu vois, et du coup ta figurine elle coûte beaucoup plus cher. Donc tu lui coupes le bras, non pas pour la contre-dépouille, mais pour aussi économiser des coûts de résine. Et si dans le même moule tu le mets juste à côté, ça passe. Et voilà, et là ça passe. D'accord. Donc ça c'est aussi important à savoir. Donc quand vous faites de la figurine pour la prod, c'est bien d'être de pair aussi avec le mouleur. Moi j'aime bien, avant de couper la figurine, envoyer au mouleur avec des découpes sur Photoshop. Je dis voilà, c'est coupé là, coupé là, coupé là, est-ce que ça te va? Et souvent il me renvoie une réponse de mail, il dit oui, alors juste coupe-moi là, coupe-moi là, coupe-moi là. Et on trouve comme ça notre équilibre à tous les deux. Entre ce que moi j'ai pensé, qui me facilite la vie, ou est-ce que j'ai pensé mes découpes et tout, et ce que lui préférait. Et des fois ça devient compliqué parce qu'il y a des fois il me dit ah non là t'as pas le choix, faut couper la tête. Ah j'avais pas prévu de couper la tête, ah bah merde, je dois défoncer le col, couper la tête, resculpter le col, ah mais sinon je peux pas la produire, donc faut le faire. Tu vois? Bref, du coup je parle, j'ai presque fini un peu mes épaules. Mais de rien ça avance quand même, ça prend forme. Je dis pas que j'aurai le temps de faire une armure, une tête et tout ça, mais ça avance. Ça passe vite, hein, la sculpture, ça défile. Hein, enfin, la peinture aussi, mais... Vous voyez, là, je viens... En fait, je crois que je vais partir... Vu... Peut-être sur une épaule. Ouais, pour une démo, en fait, je pense qu'on n'aura pas le temps de voir l'armure. Ça va être... Parce que là, ça a commencé à faire trop de choses. Je suis obligé de faire, en fait, je suis obligé de faire un peu les deux en même temps, sinon je risque de créer des déséquilibres, des manques de symétrie. Et je peux pas me jeter trop vite sur l'armure si mon anatomie en dessous est pas assez propre, tu vois. C'est ça le problème, c'est que je veux vous montrer, mais je peux pas faire n'importe quoi. Mais bon, au moins vous avez comment construire un corps humain. Voilà, bon, ça fait déjà ça de prix, tu vois. Je vais essayer. On va essayer. On va essayer de partir sur l'armure. Je dois reprendre mon dessin. Là. Ok, donc déjà. Comme je vais partir sur la... Là, je vais essayer de faire un petit bout d'armure pour... Voilà, Normalement, je le ferai pas maintenant. Je continuerai mon anatomie. Je vais le faire pour la démo. Avant de faire mon armure, je vais essayer de définir où est-ce qu'elle s'arrête, mon armure. Là, par exemple, elle s'arrête en bas du thorax et s'arrête au niveau du col. Donc, je vais déjà délimiter une zone au niveau du col pour dire, hop, ça s'arrête là. Ce sera plus facile pour moi de venir sculpter en dessous. Donc là, je vais me prendre mon col. Faut être bon en dessin pour être bon en sculpture? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout, ça aide. Mais il y a beaucoup de sculpteurs qui ne sont pas forcément compétents en dessin, et vice-versa d'ailleurs. Je prends un exemple de Steve Party, qui est un sculpteur de chez Games Workshop maintenant, un excellent sculpteur, que moi j'ai beaucoup appris de lui à l'époque. Lui, il fait des sculptures d'une justesse incroyable, d'une finesse incroyable. Il ne savait pas dessiner. Il n'était pas bon en dessin, il était déçu, frustré. Il disait, je suis dégoûté, je suis nul en dessin. Et pourtant, sculpteur de génie. Tu vois, il y en a des comme ça. Il y en a qui sont bons dans les deux. Il y en a. C'est pas toujours. En fait, en dessin, on a une vue qui est différente. En dessin, on triche. Si le bras est devant, comme ça, la main, je la dessine plus grosse. Ouais, mais en sculpture, je la sculpte pas plus grosse en fait. Tu vois, le cheminement est pas le même. Donc oui, ça peut aider, mais c'est pas une obligation de passer par le dessin avant. Dans mon cas personnel, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait le dessin avant, les connaissances anatomiques, tout ça. Ça m'a aussi causé des problèmes. Ça m'a aidé parce que très vite, j'ai pu adapter mes connaissances anatomiques et tout ça à la sculpture. Le problème que j'avais, je venais du dessin et je voyais trop à plat. Donc je passais trop de temps sur une vue de ma figurine. Et ma figurine pouvait marcher dans un angle et plus sous les autres. J'ai dû apprendre à penser 3D. Voilà. Bon là je vais commencer l'armure, un peu grosso modo. Je vais placer le col. Voilà, je délimite le haut de mon armure par un col assez grossier là pour l'instant. Ça passe super vite, je vois que ça fait déjà 1 heure que ça a démarré là.
Je vais délimiter mes zones des bras très rapidement. Je ne vais pas me prendre trop la tête. Vous voyez, encore une fois, vu que c'est un truc que je vais mettre de chaque côté, j'ai préparé un boudin et je recoupe en deux. Et je vais venir définir de me dire, ok, mon armure va s'arrêter ici. Vous voyez, si j'avais pas assez travaillé avant l'anatomie, même si c'est complètement recouvert, peut-être que l'épaule, j'aurais pas mise au bon endroit, pas arrêté au bon endroit. Là, au moins, je sais que tout est structuré, bien pensé. Alors, je sais comment on m'avait appelé. Petit instant promo, hein, tant que vous êtes là. Ça, par exemple, c'est des figurines que j'ai sculptées moi, qui sont, je m'auto-édite, c'est des figurines de ma gamme en fait, tout simplement. C'est là que j'ai peint, que j'avais pas peint depuis longtemps. Donc c'est des figurines que vous avez ma petite carte devant, que vous pouvez avoir évidemment dans ma boutique ou même là-bas j'en ai. Hein, j'ai des tirages sur moi pour ceux qui, genre ce petit buste là, il m'en reste quelques-uns. Celle-là aussi, les autres aussi. Vous pouvez les prendre, hein, les faire passer, juste faites attention, c'est assez fragile, mais vous pouvez les regarder sans problème. Donc là, je vais passer à l'intérieur de l'armure. L'intérieur de l'armure où j'évoque un petit peu, on est sur un délire de phénix, des choses comme ça. Ça c'est le délire armure phénix. Donc avec des pointes, avec des choses assez acérées, comme les griffes et tout ça, notamment là. Donc après le tout c'est de bien les placer. Cette pointe là est censée, en gros, là j'ai ma partie pectorale. Donc je vais me servir justement des pecs que j'ai sculptés pour me dire ok la pointe va là, essayer de faire ce petit bec d'oiseau comme ça, juste en dessous de la cage thoracique à ce niveau là. Si j'avais pas assez bien sculpté en dessous, ça aurait pu être plus haut, plus bas, c'est plus dur à jauger. Et ça, pour une armure avec ce genre de passe, tu arrives à avoir des angles placés Il faut de la pratique quand même. Quand j'avais moins d'expérience, je me disais ah, mais c'est pas possible, il faut du millipute, il faut penser tout ça. Et en fait avec la pratique tu te rends compte que tu peux le faire parce que tu prends le temps avec ton outil de bien passer plusieurs fois sur une facette. Tu peux prendre ton scalpel pour venir couper pour un truc bien net. Un truc qu'il ne faut pas hésiter à faire aussi, c'est s'arrêter. Parce que la pâte, mine de rien, elle est molle. Voilà. Et vous voyez la différence entre la pâte là-dedans et celle que j'ai là. Pourtant c'est la même, d'accord? Et là elle est toute molle. Donc si je la laisse 2-3 jours, elle va reprendre cette forme-là. Ce sera beaucoup plus facile d'avoir des arêtes et des détails bien marqués. Donc des fois vous précipitez pas sur un boulot. Si vous avez des trucs nets à faire, laissez-la de côté quelques jours. Si vous êtes dans une période où il fait très chaud, vous pouvez la mettre au frigo aussi. Moi très souvent je mets mes pièces au frigo, ça me permet d'accélérer le temps de rafraîchissement. Donc là je vais essayer de faire une arête à peu près correcte à la main comme ça. On va voir, hein, c'est... Ah non, je te posais la question, parce que le peu que j'ai essayé, moi, c'est très dur, c'est normal. En fait, je ne saurais même pas te dire à quel moment j'ai réussi à le faire. Au début, je ne comprenais pas comment on faisait. Et maintenant, je le fais tout le temps sans trop me rendre compte. Mais je comprends la difficulté parce que j'ai eu la même. J'ai du mal à savoir moi-même à quel moment j'ai passé cette difficulté. Je l'ai encore des fois, c'est encore compliqué. Mais j'ai pas ce blocage que j'avais avant. Et je le comprends très bien, ton blocage. C'est pour ça que je te dis, il y a des petits trucs quand même. Déjà, laisser la pâte reposer, c'est une bonne chose déjà, dans un premier temps, tu vois. Vous voyez, on va essayer de faire un truc comme ça, là. C'est inversé, je crois. Hein? Non, c'est... En fait, j'ai pris mon bec ici, là. Ah oui, tu l'as. C'est juste que là, je vais recouper le haut. C'était pas inversé, c'était pas fini. Regarde. Ah oui, pardon, ça, il y a la caméra là. Voilà. J'essaie de la placer comme ça. Donc vous voyez l'importance de ce que j'ai fait avant. Là, je viens simplement suivre ma ligne de ma cage thoracique. Là, je peux débrancher mon cerveau. Tout est fait, j'ai juste à suivre. C'est ça, mais il n'avait pas commencé avec la pièce du bas. Est-ce que c'est bio et recouvre celle du bas? Alors oui, j'aurais pu. Peut-être que j'ai trop débranché mon cerveau. Possible, hein. on arrive sur la fin, Ouais. 15h, Ouais. Ok, bah ça marche.
Eh ben je finis, on va devoir s'arrêter là. Malheureusement, je vais pas pouvoir aller très loin dans l'armure, je suis désolé. Bah, vous avez vu, c'est un peu long, hein. J'ai essayé de tracer, hein. Franchement. J'ai speedé tout ce que je pouvais, mais, mais bon, ça reste, c'est du taf. Donc je vous montre juste rapidement ça, voilà comment je vais commencer déjà à créer mon arête. Il te faut combien de temps pour faire un master Ça dépend. Ça, une figurine 32 mm comme ça, grosso modo une semaine. Voilà. Par exemple, celle-là, j'ai fait le dessin aussi. Bah, typiquement, je peux te le dire, vu qu'elle est récente. Lundi matin, j'ai fait le dessin. C'était une planche avec plusieurs dessins, avec le buste et tout ça. Le lundi matin, je fais le dessin. Lundi après-midi, j'étais sur l'armature. En gros, le lundi qui suivait, sachant que je bossais pas trop le week-end, elle était plus ou moins finie. Donc voilà, une petite semaine. Des pièces comme ça, on est plutôt sur 2-3 semaines, 75 mm. Celle-là, même plus, parce qu'il y a beaucoup de détails, d'éléments volants et tout ça. C'est très variable. Un minibus comme ça, on est pas une petite semaine. J'ai passé plutôt 4 jours peut-être. J'essaie d'aller vite. Justement aussi pour mettre dans l'optique d'un truc speed sculpting, speed painting, tu vois. Donc là, je vais essayer de travailler un petit peu mon arête, même si là, la pâte est très molle, ça va être très dur. Mais vous voyez déjà, si je prends mon temps en faisant bien chaque facette de chaque côté, je vais réussir quand même à avoir un truc relativement anguleux. J'ai un magnifique brin de tabac dedans, là. Vous voyez, là avec le plat de ma spatule, tu vois, là j'arrive à déjà aller chercher un peu d'angle, tu vois. Et l'angle de la pointe, tu la réajustes quand tu auras fait en dessous. Exactement. D'accord. Donc ouais, si elle descend un peu plus dessus, tu la fais repencher après. Tout à fait, ouais. Alors j'ai commencé, j'ai investi, j'ai le matos chez moi, j'ai une belle tablette et tout ça. J'en fais un peu, j'ai commencé, mais en fait, j'ai tellement pas le plaisir que j'ai avec la pâte que je serais amené à en faire, mais peut-être plus par obligation. Alors peut-être qu'après j'y prendrai du plaisir. Mais, voilà. Mais en fait, pour l'instant, j'ai encore la chance d'avoir pas mal de commandes en traditionnel, beaucoup de collectionneurs qui me commandent des pièces uniques. J'ai ma gamme où je peux faire peu importe le matériau. J'ai mes stages de sculpture, bah, on fait en sculpture traditionnelle, tout ça. Pour l'instant, je tourne encore avec ça, mais je garde ça dans un coin de la tête. Je continue de bosser ici et là. Je suis pas encore à fond dedans parce que j'aime trop sculpter comme ça en fait. Du coup, c'est des pâtes qu'on peut trouver où ça? Alors, les pâtes, franchement, partout sur internet et tout ça. Green Stuff World, ils ont des pâtes. Ça va être directement sur le site Bispouti. Vous avez Créaland, la boutique Créaland qui ont pas mal de pâtes. Esprit Composite et tout ça, à la limite je peux vous donner des noms, ça se trouve facilement. Hein. Bon, je suis désolé, je vais devoir m'arrêter là, on peut pas aller beaucoup plus loin dans l'armure, c'est un peu la fin de la démo. Voilà un petit peu ce que ça donne au bout de quoi, une heure et quart en speed. Je transpire un peu là. Bon, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris quand même des trucs, dans le temps en partie. Je vais montrer aussi à la caméra qu'on voit bien. Voilà. Il va être costaud. Il va être beau, ouais, c'est un beau bébé. Hein. C'est en prod, ça coûte très cher à faire. Hein. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez quelques questions, à la limite, ça va être maintenant. Ceux qui veulent des cartes, bah, il m'en reste plus que 2, je suis désolé, j'en ai pas pris assez, vous pouvez les prendre. Hein, et, j'habite Toulouse, donc je donne des stages chez moi dans mon atelier à Toulouse. Je vais voir aussi, là maintenant que la période Covid et tout se termine, pour réorganiser des choses un petit peu différemment, des ateliers à 8-10 personnes. Je vais me renseigner là-dessus, j'ai aussi quelques contacts là sur le salon pour voir ce qui peut se donner. Sinon, je donne des cours chez moi, un peu quand vous voulez, sur la dispo de chacun, voilà. Pour ceux qui veulent apprendre. En gros, c'est sur combien de jours à peu près des stages? Alors souvent 3 jours. Ouais. C'est une bonne durée pour apprendre sans trop saturer parce qu'en 3 jours tu bouffes pas mal de notions techniques déjà. Donc c'est un peu frustrant parce que du coup tu te doutes bien qu'en 3 jours tu finis pas une pièce. Tu peux apprendre beaucoup de choses mais pas aller au bout. Mais plus, je pense que je perdrais trop l'attention de ceux qui viennent apprendre. Je préfère
3 jours bien remplis, bien compris, intelligemment assimilé, tout ça, que de faire 4-5 jours et qu'au bout d'un moment l'esprit décroche parce que c'est quand même beaucoup à apprendre. Ils perdent des heures. Voilà. Donc vaut mieux, en fait je pars d'un principe, quelqu'un qui a jamais sculpté, j'ai beaucoup de débutants qui viennent chez moi, et donc le 3 jours c'est un peu initiation. C'est-à-dire on fait tout le début, je l'invite à continuer chez lui, à m'envoyer des trucs, je crée un groupe Facebook où les stagiaires, si tu veux, se regroupent, peuvent échanger et tout. Et après, le mec qui veut vraiment perfectionner en sculpture, et certains l'ont fait, ils reviennent pour un deuxième stage plus tard, quand ils ont continué de bosser un petit peu, on peut voir des notions plus avancées et faire un suivi un peu plus long comme ça, tu vois. Oui, avec aussi en fonction du niveau. Voilà, exactement. Ça marche. Il y a une grosse différence entre les pâtes comme ça et de l'argile. Ah ouais, parce que l'argile, tu la cuis dans des fours très très chauds, très particuliers. C'est pas moulable. Là, c'est vraiment des pâtes adaptées à la sculpture de figurines, à tout ça en fait. Moi, ce que j'ai pu sculpter, c'est avec de l'argile le plus durcissante parce que j'avais la contrainte de chauffer avec le plastique. Ben ouais, c'est ça qui est compliqué. Si tu veux sculpter, vraiment utilise des choses comme ça. Tu vas voir, tu vas retrouver une sérénité. Hein, Oui, bah, du coup, c'est marrant parce que maintenant, j'entends les noms des pâtes à utiliser. Moi, j'ai beaucoup de travail. Moi aussi, hein, le premier truc que j'ai utilisé, c'est l'argile. La caméra est coupée là, c'est bon, je sais plus. Bon, tu peux la couper, hein, c'est fini. Je dis au revoir tout le monde, salut. Tu peux couper. Ah, attends. Alex J'ai essayé, mais ça va pas le coup. on peut cut la caméra. Hein.